Après ces commentaires de Denis Poncet, voyons l'affaire Watergate sous un autre aspect. Si l'affaire connaît de tels rebondissements, un tel retentissement, si elle émeute aujourd'hui l'Amérique entière et bien au-delà du continent américain, c'est que l'opinion publique des États-Unis a été stimulée par la presse. Au premier rang des journaux qui ont combattu pour que toute la lumière fût faite, notre confrère, le Washington Post. Et notons à ce propos que son directeur général, M. Ben Bradley, sera demain à Paris. L'envoyé spécial permanent de 24 heures sur la une aux États-Unis, Charles Lambroschini, va nous montrer le rôle du Washington Post dans le développement de cette affaire Watergate. Je crois que le rôle de la presse américaine était très très important, surtout le rôle du Washington Post. Il faut souligner que quand même c'était un journal contre l'administration. Et pendant 8 à 10 mois, presque c'était ce journal presque seul, avec l'aide d'autres journaux et l'aide un petit peu de la télévision américaine, qui a réussi de sortir presque tous les faits, avant même le département de justice, bien sûr, l'administration et même le juge Sirica. Dans les jardins de Watergate, le fameux immeuble où le Parti démocrate avait son siège, Joel Blocker doit savoir de quoi il parle. Journaliste de la chaîne de télévision CBS, il vient d'obtenir un prix pour un reportage retentissant qu'il avait consacré au scandale quelques jours à peine avant la réélection de Nixon en novembre dernier. Au début, les reporters du Washington Post n'avaient vu dans cette affaire qu'un fait divers un peu bizarre. Une histoire de voleurs et de gendarmes, comme il en paraît des dizaines dans les colonnes de ce quotidien, l'un des plus influents aux États-Unis malgré son tirage relativement modeste de 500 000 exemplaires. Mais la nervosité que causait leur enquête dans l'entourage du président aurait seule suffi à convaincre les journalistes du Post qu'ils étaient sur la bonne voie. Il est vrai que les relations entre la presse et Nixon ont souvent pris la forme de la vendetta. Déjà, en 1962, faisant à la politique les adieux de l'éternel vaincu, il avait apostrophé les journalistes en leur lançant « Riez, messieurs, car vous n'aurez plus Nixon comme souffre-douleur ». Les pressions sur le Washington Post ont été multiples. Reporters espionnés, journaux concurrents systématiquement favorisés. Le gouvernement a même tenté d'annuler la concession qui permet au Post de compter dans ses actifs une très rentable station de télévision en Floride. C'était l'époque où le vice-président Agnew traitait les journalistes d'impudentes corporations de snobs efféminés. Car avant Watergate, il y avait eu les papiers du Pentagone. Ces documents secrets sur le Vietnam qu'un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, Daniel Ellsberg, avait communiqué au New York Times, puis encore lui, au Washington Post. En juin 1971, pour la première fois dans l'histoire américaine, un tribunal saisi par le gouvernement devait interdire aux deux journaux de poursuivre la publication de ces documents. Quand on parle de la presse comme quatrième pouvoir dans ce pays, c'est pas comme blague et c'est pas comme slogan, c'est une vérité. Et c'est une vérité maintenant qui est implantée non seulement dans la mentalité de la public américain qui a commencé récemment de soupçonner la presse, mais vraiment dans la personnalité de M. Nixon et toute cette administration. Dans son discours du 30 avril, Nixon a reconnu que sans la presse, le scandale aurait été sans doute étouffé. Mais Agnew lui-même ne qualifie plus les journalistes de grincheux nabots du négativisme.